Je cite Sartre, « Nous sommes entourés d'ustensiles, fabriqués par des hommes pour des hommes, et dont la fin dernière est n'importe quel homme. Les produits de l'industrie qui forment le paysage urbain sont la volonté sociale en conserve. Ils nous parlent de notre intégration à la société. À travers leur silence, des hommes s'adressent à nous. Ce sont des injonctions. Un nouvel outil, c'est l'envers d'un nouveau geste. Le geste est décrit dans une notice qu'on nous donne avec l'outil. Quand nous l'accomplissons pour la première fois, nous célébrons une cérémonie. Le juste, qui utilise un tire-bouchon, le dernier modèle d'ouvre-boîte, plonge dans le cœur exquis de la société, perçoit à travers l'objet le fabricant, le marchand, le juriste, qui conseille, suggère, ordonne délicieusement. Les outils nous masquent notre propre délaissement. Le voleur, le poète, affronte ce délaissement. Refusant ce monde ordonné, le retournant contre lui-même. Le voleur use bien d'outils, mais le marteau, le pied de biche sont là pour briser. De même, les mots pour le poète n'ont plus l'usage quotidien qui est le leur, habituellement, la signification qu'on leur prête. La poésie est elle aussi un rapt, brise à son tour, fait exploser l'ordre. Genet, voleur, est déjà poète. Le voleur ment pour tromper, use des mots pour feindre la communication. Genet emploie le langage à détruire le langage, écrit Sartre. Chassé du langage et du monde social des outils, il utilise à l'envers les instruments et les mots. La puissance séparatrice du verbe est devenue puissance de mensonge lorsqu'il a décidé de l'accepter et d'en tirer parti. Les voleurs, menteurs avec les honnêtes gens, inventent leur propre langue, l'argot, langue décalée, détournement du langage usuel des hommes qu'ils volent. L'argot lui-même est une langue poétique, écrit Sartre. C'est avec les choses déjà pensées, déjà classées, déjà nommées dans une langue interdite et sacrée, que l'argot établit des rapports, de même que ceux qui le parlent n'ont de contact qu'avec une matière déjà travaillée. Il se nourrit du langage comme les truands se nourrissent du travail des autres. Nourriture, le langage détourné devient la vie même du poète, une manière de s'approprier le langage des autres pour le faire sien, de voler ce langage comme ils volent le produit de leur travail. Genet vole sans doute par nécessité, mais cela ne suffit pas pour devenir soi. Il s'imagine voleur ou assassin pour accomplir plus radicalement encore, en rêve, la rupture avec l'ordre qui lui est imposé. Le vol, rêvé, imaginaire et poétique. Le vol, comme le langage poétique, rompt avec la réalité donnée, chose travaillée par d'autres, mot de la tribu. Genet se fera donc, pour Sartre, poète. Il sera, écrit Sartre, le poète. Il avait décidé d'être ce que l'on avait fait. En s'efforçant d'être voleur, il se sera aperçu qu'il était devenu rêveur. Puisque rêveur il y a, c'est rêveur qu'il lui faut être. Il sera le voleur devenu poète. Il agit enfin sur lui-même. Voleur, c'est tout au plus s'il parvenait à vérifier les prévisions des honnêtes gens. Poète, il les dépasse. Cette promotion dépendra de lui seul. Avec la poésie, Genet prend pleinement possession de sa vie. Il est à lui-même sa propre matière. S'il y a dès lors travail en poésie, il n'est à nul autre travail comparable. Le travail poétique est travail de soi, sur soi, manière singulière de s'ouvrir au monde, d'ouvrir le monde ou de le modeler, de se l'approprier par l'invention d'une langue autre, inédite. Cette invention est vision, manière originale de voir le monde, d'en tracer les lignes, d'en dessiner les traits inconnus. Il faut au poète voir, se voir, être vu. Tel sera le travail sur soi du poète. Rimbaud, à 17 ans, invente précisément cela. Je dis qu'il faut être voyant, se faire voyant, écrit Rimbaud. Le poète se fait voyant par un long, immense et raisonné dérèglement de tous les sens. C'est à un dérèglement que le poète travaille, tout le contraire de l'ordre méthodique et social du travail. Toutes les formes d'amour, de souffrance, de folie, il cherche lui-même, il épuise en lui tous les poisons pour n'en garder que les quintessences. Le poète est à lui-même sa propre matière. Si le travail est tripalium, torture, c'est à lui-même que le poète inflige la torture. C'est sur lui-même que le poète travaille. C'est lui-même qu'il travaille. Tel est le prix du savoir poétique. Ineffable torture, où il a besoin de toute la foi, de toute la force surhumaine, où il devient entre tous le grand malade, le grand criminel, le grand maudit et le suprême savant, car il arrive à l'inconnu. Puisqu'il a cultivé son âme, déjà riche, plus qu'aucun. Il arrive à l'inconnu. Et quand, affolé, il finirait par perdre l'intelligence de ses visions, il les a vues. Qu'il crève dans son bondissement par les choses inouïes et innombrables. Viendront d'autres horribles travailleurs, ils commenceront par les horizons où l'autre s'est affaissé. Horribles travailleurs, ceux qui puissent à la profondeur inconnue de l'âme, ceux qui s'aventurent où nul ne s'est déjà aventuré.
Travailleur de l'âme, le poète à son tour rivalise avec les dieux. Poète prométhéen, non pas inventeur de la technique, mais créateur, qui par le verbe crée les êtres et le monde. Donc, le poète est vraiment voleur de feu.